Bonjour à tous, il est 12h30 précise, l'heure de commencer notre webinaire. J'espère que vous allez tous bien et que vous nous entendez tous bien. Si vous pouvez nous répondre dans le module de conversation rapidement, on avait fait un test précédemment, mais je pense que tout le monde nous entend bien. Oui, je vois des très bien qui fusent. Ok. Quelques mots avant de commencer avec Erwan Boumard, donc pour traiter du sujet du jour, pour vous signaler que le compte-rendu du précédent webinaire sur comment la collectivité peut faire émerger des projets d'énergie renouvelable citoyens sur le territoire est toujours disponible dans la rubrique forum de notre e-communauté. Et je vais vous faire passer le lien tout de suite pour que vous puissiez y accéder directement. Vous y trouverez notamment la vidéo du webinaire qui a été, j'ai vu, consultée près de 85 fois. Donc, ce qui veut dire que même s'il n'y a pas beaucoup de participants aujourd'hui, l'intérêt pour les sujets qu'on développe est réel. 85 lectures de la vidéo, c'est pas si mal. Je voulais vous dire aussi que dans la même rubrique forum, donc, vous pourrez vous inscrire pour le prochain webinaire du 16 janvier 2018 qui traitera du co-développement de projets d'ENR avec un acteur privé sur comment garder la main justement dans ce cas-là, avec quelqu'un qui connaît très bien le sujet pour avoir occupé les deux parties, on va dire, de la table de négociation. Guillaume Marcenac, qui est donc un spécialiste de ce sujet. Je voulais vous signaler aussi dans l'actualité de notre e-communauté qu'un énorme travail a été fait sur le compte-rendu des assises européennes de la transition énergétique 2017 qui avait lieu à Bordeaux. Vous trouverez dans la rubrique documents partagés des comptes rendus d'à peu près tout ce qui s'est dit et fait, et notamment des comptes rendus qui pourront éclairer le sujet que nous allons évoquer aujourd'hui avec Erwan. Et puis, je vais demander là à Erwan de démarrer sa webcam. Le temps de vous monter aussi les dates des prochains modules du CNFPT, qui vous permettront aussi d'aller plus loin. Hop, ok. Voilà, donc vous avez notamment le module 86 sur le financement participatif d'un projet d'énergie renouvelable qui aura lieu en septembre 2018, l'an prochain, qui vous permettra d'aller plus loin sur ce que va vous dire Erwan aujourd'hui. Erwan que je suis très content de revoir, puisqu'on a travaillé ensemble, qui est directeur d'énergie partagée. Donc à ce titre, il intervient en tant qu'investisseur dans le monde des énergies renouvelables, mais un investisseur particulier, puisqu'il est un investisseur citoyen. Le fonds énergie partagée est à 14 millions d'euros, c'est ça, Erwan? Tout à fait. Tout à fait. Et il est labellisé Finansol, donc on est bien dans le domaine de la finance solidaire. Et il va pouvoir justement vous expliquer comment il a une vision bien sûr assez panoramique sur le monde du financement participatif. Et là, on va aussi parler d'un financement participatif particulier puisque c'est le financement participatif citoyen. Donc, Erwan, je vais te laisser la parole. Ok, bonjour à tous. Effectivement, très content d'être dans ce partenariat entre Énergie et le CNFPT pour vous présenter un peu les grandes tendances. Et puis, bon, là, en une demi-heure sur le webinaire, l'objectif est plutôt de vous sensibiliser aux différents concepts, ce qui pourra être approfondi, comme Julien l'a dit, dans des formations. Donc, côté CNFPT, c'est pour fin 2018. Donc moi, mon objectif, pour bien comprendre en fait comment on peut inclure le recours au financement participatif, c'est déjà de faire vous présenter qu'est-ce que c'est en deux trois mots le financement de projet, les grandes dynamiques, pour que vous puissiez comprendre après finalement le financement participatif et citoyen, à quels étages de la fusée du financement de projet ça peut rentrer. Euh, donc juste conceptuellement, il y a plusieurs façons d'impliquer les citoyens dans des projets, en les embarquant, bon, premièrement, leur permettant de participer à la concertation. Deuxième étape un peu plus impliquante, en mobilisant leur argent sur la dette des projets qui, du coup, donne une certaine visibilité avec un échéancier de savoir combien on va récupérer d'intérêts.
Et puis, donc ça c'est du financement, on va dire, peu risqué. Puis après, il y a du financement qui est plus à risque, où l'enjeu là, c'est que les citoyens et le territoire deviennent actionnaires d'une société de projet. Donc ils peuvent l'être de façon indirecte, par exemple en passant par énergie partagée investissement, mais ils peuvent l'être aussi de façon directe s'ils veulent s'engager dans la gouvernance du projet cité. Et on verra tout à l'heure que être actionnaire direct, il y a des risques et une certaine rentabilité une fois que le projet est construit, mais il y a aussi la possibilité pour les actionnaires de développer leur propre projet. Et donc là, c'est une implication encore plus forte puisque c'est eux qui vont définir le projet, qui vont vouloir d'énergie renouvelable, qui vont vouloir mettre en place sur le territoire et avec un risque plus important puisqu'on n'est pas sûr que le projet aboutisse, soit autorisé. Donc là, on a vraiment une application très forte dans la gouvernance, mais aussi du coup dans les risques. Euh, Juste un petit rappel, c'est vraiment ce que voulait la loi et le- en 2015, c'était d'impliquer plus les citoyens dans dans les projets d'énergie renouvelable de territoire pour que, de façon un peu cohérente avec similaire à ce qui s'est fait en Europe du Nord, des gens plus impliqués dans le financement, plus impliqués dans la co-construction des projets, dans le développement, finalement, tout ça tend à une meilleure acceptation des énergies renouvelables. Donc, c'est ce qui a été fait dans les articles 109 et 111 de la loi de transition énergétique. Et puis, c'est ce qui a été mis depuis 2016 en place via ce qu'on appelle un bonus participatif, donc pour encourager la montée en puissance des citoyens dans le financement, mais surtout dans la gouvernance. Et donc, on parle la mise en place de citoyens dans le capital. Là, on a des bonus, c'est-à-dire on peut avoir des primes de 5% du chiffre d'affaires sur les appels d'offres solaires, par exemple, depuis fin 2016. Quand je parle aujourd'hui là de citoyens, on est vraiment sur une définition un peu large, c'est-à-dire que c'est les représentants des citoyens, donc c'est soit les citoyens en direct dans des associations, dans des collectifs et des personnes physiques, soit les communautés, enfin la collectivité. Donc c'est le cadre qui a été donné à la loi, des citoyens en direct ou leurs représentants via des collectivités peuvent permettre aux différents projets d'avoir des bonus qui sont en toute logique là pour compenser finalement le surcoût d'implication des citoyens dans les projets. Donc on vise avec la loi de transition énergétique à mobiliser et à permettre vraiment aux citoyens d'être actionnaires là sur le profil plutôt direct ou indirect. C'est aussi les bonus participatifs permettent aussi d'être éligible pour le financement de la dette, mais en fait, on est là dans un financement à 40% de tout le projet, ce qui concrètement va jamais se faire. Donc, on est vraiment plutôt dans une logique de la loi et de la créer, de favoriser l'actionnariat citoyen locaux. Alors, rapidement, sur les phases et les risques d'un projet d'énergie renouvelable. On peut considérer qu'un projet d'énergie renouvelable, il y a 4 grandes phases. Une phase d'émergence qui va durer moins d'un an où le porteur de projet se pose la question de est-ce qu'il y a une opportunité sur mon territoire ou sur un territoire de faire un projet d'énergie renouvelable. Nous, dans la logique citoyenne, vous voyez, il y aura le développement technique, la participation citoyenne et puis le modèle économique. Alors, la participation citoyenne n'est pas toujours posée par les développeurs, mais là, je vais vous en parler. Donc, cette phase d'émergence, après, il y a la phase de développement qui vise sur, a priori, une préfaisabilité à vérifier par des études que le gisement de vent est là, que on va avoir les autorisations de toutes les parties pour faire ce projet d'énergie renouvelable. Et ça peut durer un peu longtemps puisque il y a pas mal de campagnes d'études d'impact Fond-Flore qui peuvent durer de 1 à 2 ans. Et après, des autorisations en fonction et des services et des instructions par les services de l'État via la préfecture, l'ADREAL entre autres, qui sont aussi assez longs.
Troisième étape, on passe à la construction. Donc là, c'est une phase qui prend entre 2 et 15 mois, où eh ben, il faut, pour avoir lancé la construction, lever tout l'argent pour financer le projet éolien. Donc là, il y a une grosse montée du risque financier, mais comme on le verra tout à l'heure, on fait beaucoup appel à la dette. Et puis la partie exploitation. Sur la partie citoyenne, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que finalement, au début, sur la partie émergence, on est souvent sur des citoyens, quelques élus, quelques techniciens de collectivités qui ont une idée et qui vont avoir la capacité de financer pour faire cette préfaisabilité. Donc c'est pas énorme. Avec 3 000 à 4 000 euros, on a déjà une bonne idée du potentiel. Et après, il faut que ces porteurs de projets-là élargissent le groupe pour financer le développement. Les développements, on verra, mais c'est très peu cher sur le solaire. Enfin, c'est entre 50, ça peut être 50 000 euros sur le solaire, mais pour un parc éolien, c'est déjà 300 400 000 euros qu'il faut trouver. Et là, on n'est que dans des logiques de fonds propres. Alors, ça peut être des subventions, de l'avance remboursable de certaines structures, ADEME région, mais ça peut pas être de la dette. Donc, c'est pas les banques qui vont vous aider à financer le développement. Par contre, les banques vont venir en phase de chantier et puis évidemment d'exploitation. Mais pour juste vous donner un peu de visibilité, il va falloir relever des fonds propres, donc trouver de nouveaux actionnaires à la fin du développement. Pourquoi? Parce que sur un projet éolien, par exemple, le développement, s'il a coûté 400 000 euros, et ben en fonction du projet, on va dire qu'un projet de 10 mégas, il va falloir mobiliser en fonds propres 3 à 4 millions. Ça veut dire qu'il va falloir, si on en a déjà 400 000, trouver encore 2 millions, 2 millions 5 supplémentaires. Donc il y a une vraie logique d'aller trouver à ce moment-là, entre la fin de développement et le début de chantier, des citoyens pour que on puisse garder sur la pérennité tout un financement citoyen du projet. Donc on a ces différentes phases-là avec des outils participatifs et citoyens finalement qui vont intervenir à différentes phases avec différents risques. On va voir ça tout de suite. Je t'interromps, Erwan. Il y a Patrice Guillonnet là qui est un peu perdu. Il dit, j'ai pas très bien compris ce qui a été dit au début, à savoir que les citoyens peuvent être représentés par une collectivité. Ça veut dire que la présence d'une collectivité dans le financement d'un projet suffit à en faire un projet citoyen? Pour les critères de la loi de transition et de la CRE, oui. C'est-à-dire que les 40%, la définition du citoyen, c'est citoyen et collectivité. Donc un projet qui serait porté à financer à 40% par une collectivité, d'un point de vue réglementation, il est vu, et d'un point de vue financement bonus participatif, il est vu comme un projet citoyen, ce qui fait qu'il y a du coup énormément de développeurs qui ont pris le parti, plutôt que d'aller mobiliser des citoyens, personnes physiques individuelles, de faire des projets en mettant les collectivités à côté d'elles, et du coup en allant toucher le bonus participatif. Alors nous, c'est pas nous, ça fait partie. Il y a des projets portés par des collectivités. Il y en a beaucoup, il y en a souvent. Hein. Les élus et les agents sont très moteurs. Nous, notre logique, effectivement, il y a énergie partagée. Le critère des citoyens, c'est aussi d'impliquer, de communiquer vis-à-vis des citoyens en direct. Mais côté loi, la collectivité, et ça peut être n'importe quelle collectivité, fait partie des critères citoyens. Le seul bémol, c'est que il est proraté. Par exemple, si c'est une SEM qui est à majorité publique, on va dire 60% public, 40% privé, eh ben, elle peut représenter les 40% pour faire le collège citoyen, mais uniquement sur la part publique des SEM. Donc ça fait un petit jeu d'arithmétique pour que finalement la part possédée par le public, possédée par les citoyens en direct, soit un minimum de 40%. Donc ce que je vous disais, c'est que sur les différentes phases,
finalement, il faut avoir en tête que sur le risque de développement, le risque d'échec est très fort. Donc, il y a un risque projet qui va croissant parce que on va mettre de l'argent sur la table. Mais le risque financier, finalement, reste modéré, puisque, comme je vous le disais, si on prend l'exemple du projet éolien, on reste dans des enveloppes de 300 à 400 000 euros. Donc, plus ça va, plus on a un risque projet important par rapport à l'argent investi. Et ce risque projet va diminuer avec la construction, puisque on a en forant, enfin, par exemple sur un projet éolien, en faisant les fondations, bah, on sait que là, une fois qu'on a toutes les autorisations et que le chantier se passe bien, on a une diminution du risque projet qui va être consacrée avec la construction, alors que bah, la construction va, elle, nécessiter de plus en plus d'argent, entre autres de leviers bancaires qu'il va falloir rembourser. Donc là, le risque financier monte. Et puis en exploitation, donc on est dans une logique où le risque projet est finalement assez faible, même si il y a toujours des aléas sur le productible, le coût de la maintenance, mais on est vraiment dans l'industrie du projet d'énergie renouvelable, dans une logique où c'est un actif qui s'assimile à des obligations financières. Pourquoi? Bah, parce que on considère que les études ont modélisé à peu près correctement en moyenne le productible et qu'à côté, on a de la maintenance qui est garantie par les constructeurs, on a une dette qui est connue et on a surtout un prix d'achat qui est connu avec les tarifs soutenus pendant 20 ans. Donc, le risque financier, lui, va baisser au fil de l'eau puisqu'on va rembourser la dette et le risque projet est assez faible. Ce qui fait que il y a une grande tentation sur le financement participatif à faire plutôt venir les citoyens sur cette partie d'exploitation parce qu'on leur dit bon bah là vous prendrez moins de risques. Alors c'est vrai, sauf que la rentabilité elle est beaucoup dans le développement, donc moins de risques mais moins de rentabilité et surtout moins de gouvernance puisque là, on va faire venir les citoyens principalement en dette, alors que dans le développement, là, c'est un financement en action, la construction aussi, donc une place plus importante dans la gouvernance. Sur la phase de développement, comme je vous le disais, on finance en fonds propres et on doit rémunérer le risque pour garder un couple risque-rentabilité cohérent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, la profession, les développeurs nous disent moi, quand je finance un projet d'énergie renouvelable en développement, je sais que je vais avoir un taux de chute pour l'éolien, par exemple. Il y a un projet qui va sortir sur les 5. Donc, il faut que quand un projet sorte, il me couvre le risque et les coûts de 5 projets en totalité. Donc, ça veut dire qu'on est dans des logiques où le coût de développement d'un projet va avoir une valorisation forte pour couvrir le coût du développement d'autres projets. Donc là, je vous ai donné un peu de retour d'expérience côté énergie partagée. Aujourd'hui, un parc éolien de 8 mégas watts installé, donc 4 éoliennes, c'est à peu près 300 000 euros. Il est valorisé, et c'est une valorisation assez basse que je vous ai mis, à 1,6 million d'euros. Donc là, on est relativement couvert. Il faut que vous ayez en tête que aujourd'hui, les valorisations des mégawatts installés, elles sont plutôt parce qu'il y a une bulle spéculative sur l'éolien, parce que les tarifs d'achat garantis vont s'arrêter bientôt. On est dans des projets qui, avec beaucoup de vent, peuvent tourner entre 4, 600, 800 000 euros le mégawattheure. Et comme c'est à peu près le même coût, 8 mégas à développer, ça coûte 300 000 euros, mais en développer 20, ça coûte que 400. Il y a vraiment une bulle très très forte de spéculation sur les projets. La phase de construction, elle est financée par la dette. Il faut que vous ayez en tête que pour financer un projet, il faut non seulement que le projet soit rentable d'un point de vue productible, mais les banques sont très attentives aussi à ce que la construction se fasse avec un risque de construction, puisque un chantier, bah, il y a beaucoup d'aléas, qui soit bien maîtrisé.
Donc on en parlera tout à l'heure, mais contractuellement, ils vont être très attentifs, donc ils ont des préférences fortes côté bancaire pour que les projets en fait passent des contrats avec de la maîtrise d'œuvre qui fassent tout du début à la fin, ce qu'on appelle un projet clé en main. Alors c'est rassurant pour les banques, mais ça veut dire que finalement les interactions avec la collectivité pour faire différents projets aménagés sont plus faibles. Euh, il faut avoir aussi en tête que s'il y a des risques qui apparaissent dans un projet d'énergie renouvelable, par exemple sur la méthanisation, un des grands enjeux qu'on a, c'est le productible. Donc la méthanisation, c'est de faire du gaz avec à l'origine des déchets. Sauf que autant le vent, on peut l'étudier et se dire pendant 20 ans il y aura encore du vent, autant les déchets, le gisement de déchets d'un territoire, il peut être très variable, qui viennent d'une partie agricole ou pas. Donc en termes de technologie, dès qu'on a des risques un peu supérieurs à la moyenne, et ben, il va falloir qu'on rééquilibre, et la banque va dire bah, moi je prête un peu moins et donc je vous demande de mettre en action, en capital, un peu plus. Deuxième point, il faut que vous ayez en tête que le financement par la dette, c'est pas, on va retrouver deux dettes, on viendra un peu plus en détail, mais si on est capable de donner des garanties à la banque, et ben le taux d'emprunt sera moins cher. Alors, une société de projet normalement ne donne pas de garantie, les actionnaires ne donnent pas de garantie sur leurs actifs propres, mais si une banque prête un projet, qu'elle a des garanties sur le matériel, c'est-à-dire qu'elle peut reprendre les panneaux solaires ou l'éolienne, et ben avec ça, ils auront une, un coût de dette un peu moins élevé parce qu'ils diront bon bah si le projet dysfonctionne, j'ai quand même un actif à récupérer que je peux valoriser. Donc il faut garder que voilà, tout ce qui est dette garantie coûte un peu moins cher, mais surtout que la dette qui n'est pas garantie coûte plus cher. Et ça, c'est très important pour nos projets participatifs citoyens, puisque généralement, la dette, quand les citoyens vont investir en dette via des plateformes de crowdfunding, elles vont venir sur de la dette qui n'est pas garantie. C'est-à-dire qu'il va falloir d'abord rembourser la dette à la banque et puis rembourser la dette aux citoyens. Donc il n'y a pas de garantie. Donc le couple risque-rentabilité pour les citoyens, il faut bien le comprendre que contrairement à la banque, il n'est pas garanti. Les principaux enjeux économiques d'un projet, bon, c'est juste pour donner une photo de ce qu'on peut étudier plus précisément dans la formation. Il faut déjà bien maîtriser son productible. Donc, pour avoir le productible, il faut maîtriser le foncier, où est-ce qu'on va me faire le projet, et puis avoir des études statistiques crédibles et bancables, c'est-à-dire qui sont reconnues par les banques. Il faut maîtriser son prix de vente. Donc ça, en théorie, ça se fait en ayant l'obligation d'achat à l'appel d'offres, mais voilà, maintenant qu'on est passé dans des logiques d'enchères, entre autres sur le solaire, finalement, on n'est pas sûr d'avoir le tarif. Donc il faut qu'on les porteurs de projets maintenant aillent beaucoup plus tôt à la candidater à la Creux pour être sûr d'avoir un tarif pour avancer sur leur projet. Il faut que vous ayez aussi en tête que bon, il y a l'appel d'offres, mais maintenant il y a aussi hors des appels d'offres et hors du soutien étatique, des acheteurs qui se positionnent pour acheter l'électricité sur des durées très longues, du fait du coût qui va fortement en baisse, principalement les projets solaires. Il faut maîtriser son capex, son investissement. Normalement, ça c'est assez simple. Enfin, même si les coûts baissent, il n'y a pas de grosses variations. Le point d'attention sur l'investissement, c'est les frais de raccordement. Et donc, il y a eu pas mal de lobby là-dessus, parce que en fonction de l'éloignement, mais aussi en fonction de la capacité de se raccorder sur le réseau, les prix sont très différents. Donc, c'est sur le capex le point important, c'est les frais de raccordement qu'il faut bien maîtriser assez tôt. Et les OPEX, donc c'est les frais d'exploitation.
les coûts de la maintenance, donc ça on le sait assez tôt, il y a quand même un marché assez actif. Il faut faire attention, mais c'est pas très très précis. Et Le ouais. CAPEX, pour répondre à Sandrine, c'est l'investissement, c'est-à-dire la somme totale de l'investissement qu'il faut faire au début, financé par les fonds propres et la dette. Donc l'éolienne, une éolienne ça coûte 2 millions, ces 2 millions-là, plus les frais de raccordement. Donc on va dire que c'est le budget de 3 millions par éolienne qu'il faut financer. Et ça, dedans il y aura 600 000 euros financés par le capital et puis 2,4 millions par la dette. Et dernier point, il faut maîtriser son coût de financement. Alors là, c'est un peu compliqué, puisque en fonction de la volatilité des taux bancaires, on a des coûts plus ou moins importants, hein. Si on regarde juste dans le rétroviseur, en 2013, les premiers projets citoyens, ils se sont financés au-dessus de 4%, entre 4 et 5%, parce que c'était les conditions de taux à l'époque. Et donc, grosso modo, les taux à 15 ans étaient à 2%, et il y avait une marge de 2 à 3% qui était pris en plus par les banques. Aujourd'hui, les taux à 10 ans sont inférieurs à 1, et les marges prises par les banques sur les projets citoyens, où maintenant il y a un peu plus de visibilité, ils sont descendus à 1,7. Donc les coûts du financement bancaire ont vraiment été divisés par deux en 3 ans. Alors sur la partie marge, maintenant on est à peu près stabilisé, mais on peut très bien rentrer si l'économie repart dans une bulle inflationniste avec donc des tensions politiques, économiques. On peut remonter d'ici 4-5 ans à des taux qui seront de 1 ou 2 points supérieurs, et comme ça grève énormément le budget des projets d'énergie renouvelable, il y a un point d'attention à bien maîtriser ce coût de financement. Ah ouais? Oui, alors effectivement, dans le cadre du photovoltaïque, mais de tous les projets en fait. Aujourd'hui, si on a une obligation d'achat qui est commencée avec EDF obligation d'achat, on est en capacité de la transférer sur un autre opérateur au bout de minimum 6 mois. Le problème, même si on a cette capacité, quand on fait ce transfert-là, on est dans une logique où la loi aujourd'hui ne prévoit pas de pouvoir revenir à l'obligation d'achat si votre acheteur, votre deuxième acheteur fait défaut. Ce qui fait que même si la possibilité est faite aujourd'hui, on n'a pas de gros parc qui les fait. Par exemple, nous, on a transféré des actifs sur la coopérative d'énergie Enercop à l'achat. On n'a pas encore fait des gros projets parce que les banques voient un risque qu'on perde le tarif d'achat si notre, euh, notre bénéficiaire de l'électricité fait défaut. Donc oui, c'est possible. Aujourd'hui, on manque un peu de cadre législatif pour qu'on puisse, en cas de défaut du nouvel acheteur, transférer le contrat d'achat facilement. Enfin, sur la société de projet, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que on crée une société de projet à chaque fois pour un projet. C'est pas euh, c'est pas neutre. C'est un arbitrage juridique et financier pour qu'on puisse utiliser au maximum la ressource du financement bancaire. Ça permet aussi à finalement plusieurs parties de créer une société et un affectio societatis, c'est un intérêt commun à faire un projet ensemble. Donc ça se règle dans des statuts, dans des pactes d'associés. Donc à chaque fois qu'on fait un projet d'énergie renouvelable, on crée une nouvelle société, et c'est dans cette société-là qu'on va faire venir les citoyens. Ça permet, c'est un mode de financement qu'on appelle financement de projet, qui est présent depuis très longtemps dans toute l'infrastructure. Ça permet aussi de créer des actifs liquides, c'est-à-dire que si une société veut se séparer d'un parc éolien ou solaire, finalement il n'a qu'à vendre la société, et donc on est dans ces logiques juridiques qui imposent de créer une société à chaque fois. Donc ça a des avantages parce qu'on peut faire plus appel à la dette, ça a des contraintes.
c'est qu'on a beaucoup de frais transactionnels puisque ces sociétés-là, généralement, n'ont pas de personnel. Toutes les prestations sont externalisées, donc tout est contractualisé, ce qui renchérit beaucoup les audits juridiques qui sont du coup très fortement analysés par les banques. Sur les petits projets, c'est un frein puisqu'on a il y a des coûts finalement d'audit ou de frais transactionnels plus généralement qui peuvent être relativement pénalisants. C'est pour ça que même nous côté énergie partagée, on voit que sur des petits projets, on va prendre plus de risques parce qu'on ne va pas pouvoir faire tous les audits nécessaires et qu'on pousse quand même les collectifs, les collectivités à avoir des tailles de projets relativement significatives, quitte à les grouper ensemble pour amortir ces coûts. Donc moi je vais pas trop détailler cette phase-là, mais voilà, on crée une société qui est la SPV. SPV, ça veut dire Special Purpose Vehicle, c'est le terme anglais. Donc c'est un véhicule juridique créé pour ça. Et dans cette société, vous avez un sponsor, c'est le porteur du projet, des investisseurs qui vont mettre des fonds propres, et ça ils vont le mettre au fil de l'eau du développement et de la construction. Et puis après, on a des contrats avec sur l'exploitation, puisque là on a le tarif d'achat, on a là les coûts, les frais opérationnels. On a tous les contrats avec les fournisseurs de l'investissement à mettre en œuvre. Et puis on a les contrats bancaires, assurances et un peu de relations avec des propriétaires, des collectivités. Donc schématiquement, ça vous représente quelles sont les différentes parties prenantes dans une société de projet quels vont être les liens. Donc il y a beaucoup de liens contractuels, propriétaires du terrain, il y aura des baux, les collectivités territoriales, il y aura la fiscalité locale, mais il y a aussi la dynamique et les autorisations. Donc voilà à peu près tous les acteurs dans un projet. Pour appuyer ce que je vous disais, c'est il faut avoir en tête que dans ce type de société de projet propre aux ENR, finalement, on a énormément d'actifs, les éoliennes, les champs solaires, donc on a beaucoup d'immobilisation, et puis on a de la dette bancaire et des fonds propres pour financer ces immobilisations. Et du coup, on a des poids de dette très importants parce que au cas où les banquiers nous autorisent à prêter, parce que si on n'a pas l'argent, ils vont récupérer une partie des immobilisations qu'ils vont pouvoir revendre. C'est pas le cas dans des sociétés classiques. Dans les sociétés classiques, une partie de l'actif, il y a un peu d'immobilisation, mais il y a aussi beaucoup de dettes sur les clients. Et du coup, les banquiers prêtent sur le long terme, mais aussi sur le court terme. Et c'est les fournisseurs, le crédit fournisseur qui finance l'activité. Donc on est dans des logiques de financement différentes entre une société classique et une société en mode projet. Une petite photo pour vous dire que sur 20 ans, alors c'est pas très visible mais je vais vous le commenter. Grosso modo, ça c'est les flux de trésorerie qu'on dégage en moyenne par le projet. Alors ils sont récurrents parce que on les estime de façon statistique et on considère qu'on aura le même vent tous les ans. Il est en progression. Pourquoi? Parce que l'index, le prix de l'électricité dans les contrats d'achat augmente un tout petit peu. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que sur les 15 17 premières années, la partie jaune, c'est la trésorerie qui va être générée, c'est ce qu'on va rembourser à la banque, intérêt plus capital. Et la partie pour les actionnaires, c'est cette partie en bleu qui va du coup être faible quand la trésorerie va financer la banque et qui va être plus forte après, sur la deuxième partie de vie du projet. Par contre, sur la deuxième partie de vie du projet, eh ben, on a un prix d'achat qui peut baisser. Donc, c'est ça sur lequel il faut être attentif pour que quand les investisseurs citoyens se positionnent, est-ce qu'ils sont impactés par cette distribution qui est la distribution bleue? Et dans ce cas-là, il faut qu'ils prévoient d'être patients parce que le gros de la rentabilité et des dividendes, il va être donné plutôt après 10 ans. Ou est-ce qu'on les met sur la dette et là, enfin, à peu près sur un remboursement dans les 15 ans, mais évidemment avec moins d'accès à la gouvernance. Et là, juste en dessous,
En bleu, ça c'est les OPEX, donc les frais d'exploitation, et en vert, c'est les taxes locales. Donc ça, quel que soit le vent, il va falloir les payer. C'est quoi les différentes implications participatives qu'on peut mettre en œuvre? En 2 ans, ça a beaucoup bougé. Alors soit parce qu'il y a eu de porteurs de projets locaux, citoyens qui sont mis en place, donc collectivités ou citoyens, soit parce que les développeurs ont eu tendance à venir sur des outils de crowdfunding pour bénéficier, pour aller chercher le bonus participatif dont on a parlé. Et puis, globalement, il y a quand même l'intérêt pour ce type de structure privée de faire mieux accepter les projets qui commencent à avoir des réticences. Donc c'est sûr qu'en associant le territoire via du financement, c'est déjà un premier pas pour que les citoyens ne voient pas que des externalités négatives sur le projet. Et après, on voit du coup des positionnements qui n'ont plus rien à voir avec un aspect économique logique. C'est pour ça que je dis que ça ne se justifie pas toujours économiquement. C'est-à-dire qu'on a des développeurs qui vont aller demander à emprunter aux citoyens à 6-7%, alors qu'ils peuvent emprunter à la banque à 2 ou 3. Donc ils le font vraiment dans une logique de financement de leurs actions de communication. Généralement, ils le font sur 2-3 ans pour pas que ça grève trop les budgets. Mais c'est un budget communication qui permet à pas mal de TI, donc des, euh, des sociétés de moyenne taille d'être connues, d'être acceptées dans le développement des énergies renouvelables qu'ils mettent en place. Aujourd'hui, le panorama du financement participatif, alors il y avait des comptes à terme historiquement en 2013-2014 qui ont été mis en place. Les comptes à terme, c'est quoi? C'est une banque qui va prêter au projet et du coup les citoyens, elles, peuvent même faire des dépôts à terme comme un peu comme des livrets. Par contre, ces dépôts-là, ils sont bloqués. Ce qui était intéressant dans ce projet-là, c'était que finalement, le citoyen qui finançait, bon, évidemment, il n'y avait aucun aspect gouvernance, mais c'est le risque de faillite était assumé par les banques. Après, il y a eu pas mal de développements à partir de 2014 sur la dette obligataire. Et la dette obligataire, donc c'est de financer le, le projet d'énergie renouvelable via des obligations. Donc là, un contrat, un titre sur le long terme, directement vis-à-vis du projet, avec des logiques de pari passu, c'est-à-dire une logique d'avoir les mêmes exigences, les mêmes garanties que la banque. Ça, c'est principalement l'UMO qui a fait ça, mais du coup, si on a les mêmes exigences en termes euh, de risque et de garantie, les taux étaient très bas, et donc on se retrouvait, l'UMO en 2015 à prêter, à faire des propositions d'obligations sur 10-15 ans à 3%, et du coup, c'était pas très compétitif par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est des prêts très court terme faits par des développeurs à 6-7%. Donc, en fait, comme les taux sont très bas aujourd'hui sur la dette bancaire, finalement, la dette obligataire en pari passu n'avait plus trop d'intérêt. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, c'est des créances juniors, ça veut dire des créances qui seront remboursées aux citoyens après la banque, donc portées par le budget de communication. C'est très coûteux sur des durées plutôt courtes. Et là, en fait, il faut vraiment être attentif en fonction des offres, parce qu'il y a des créances où on va bien financer le projet en tant que tel, mais il y a énormément d'offres sur le marché où finalement le financement participatif vise à financer le développeur et pas le projet. Pourquoi? Parce qu'on considère que le développeur prend moins de risques, c'est moins risqué pour des citoyens parce qu'un développeur va avoir plusieurs projets et donc va pouvoir rembourser la dette, quelle que soit la rentabilité du projet lambda. Donc on a beaucoup aujourd'hui de créances juniors qui sont sur des développeurs et pas sur les projets. Donc, le lien, la traçabilité avec le projet est un peu plus compliqué. Et puis après, il y a les actions. Donc là, avec une volonté de partager la gouvernance avec ces personnes-là, ou toucher le bonus participatif. C'est-à-dire là, on voit dans la mise en œuvre du CRE4
il y a quand même des outils où les personnes sont actionnaires, mais sans accès du tout à la gouvernance, et avec une logique où finalement le développeur va racheter les parts au bout de 3 ans, parce qu'il y a énormément de développeurs qui disent, ben, moi ça m'intéresse de toucher le bonus participatif, mais je veux que sur le moyen terme, je récupère toute la gouvernance. Donc on n'est pas dans une démarche, contrairement à la démarche citoyenne, où là on veut vraiment que les actionnaires soient là sur 20, sur 30 ans. On n'est pas sur des démarches de partager la gouvernance quand c'est mis en place côté des développeurs. Certains le font, hein, certains, on est dans des co-constructions entre des dynamiques locales et un développeur, mais il y a beaucoup de développeurs aujourd'hui qui viennent sur le participatif uniquement pour le bonus. Erwan, Comment appliquer les... Erwan, Ouais, juste 3 une minutes. question, oui, oui, une toute petite question. Et justement, par rapport au panorama que tu dresses, la énergie partagée, donc là, vous faites appel à l'épargne publique, à l'épargne du public. Donc l'épargne publique, elle prend des actions chez Énergie Partagée. Et ensuite, énergie partagée investit dans des projets. J'ai bon jusque-là. Oui, alors Et donc, effectivement, la énergie partagée investissement, la logique, c'est d'aller appuyer des projets où des communautés locales ont déjà investi dans des projets, veulent porter des projets, mais n'ont pas assez d'argent pour le financement en propre. Du coup, énergie partagée investissement, lui collecte de l'argent vis-à-vis des citoyens en action et va réinvestir cet argent-là dans différents projets. Donc aujourd'hui, énergie partagée d'investissement, on a une quarantaine de projets investis. Et donc là, la gouvernance est aussi intermédiée par énergie partagée investissement, mais les gens ont un risque qui est un peu différent puisqu'ils ont un risque sur le portefeuille d'énergie partagée et pas uniquement sur le projet en direct. Et ça leur permet d'être sûr que, en ayant investi dans l'énergie partagée d'investissement, le support qu'ils vont donner au projet, ça va respecter la charte et ça va respecter les intérêts long terme du projet avec la dynamique locale. d'accord, donc on est bien dans un investissement en action au final. Tout à fait. Parce que ce qui est important pour nous, c'est vraiment qu'on puisse, côté énergie partagée, peser sur la gouvernance du projet pour défendre des projets qui répondent à notre charte, c'est-à-dire les enjeux territoriaux, la transition énergétique, avant la rentabilité à tout prix. Donc pas de spéculation, entre autres, et nous, des impacts environnementaux très surveillés. Sur les projets que vous pouvez voir en collectivité, puisque là je m'adresse principalement à des salariés de collectivité, comment on peut appliquer les porteurs de projets? Quand les collectivités portent seules les projets, c'est-à-dire que si elles ne créent pas de société, c'est assez compliqué, même si on a trouvé des solutions. Bon, alors il y a un site, un financement participatif qui s'est mis en place qui s'appelle Collexity, qui peut faire de la dette et du don à la collectivité. Donc ça ne sera pas obligatoirement fléché sur le projet, mais techniquement aujourd'hui il est possible de faire de la dette ou du don à une collectivité. Alors, le message est toujours un peu compliqué, hein, parce que le citoyen considère qu'il paye ses impôts, donc pourquoi on ferait des dons en plus ou de la dette. Mais voilà, ça peut se justifier, se défendre. Cette plateforme-là existe depuis quelques années. Il y a d'autres moyens aussi d'impliquer les citoyens. Si on prend l'exemple de Lorient, en fait, ils n'ont pas créé de société. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, bon, bah, moi j'ai besoin sur mes écoles de mettre, enfin j'ai l'ambition, le projet de faire des panneaux solaires en autoconsommation. Et du coup, ils ont fait un appel d'offres où des citoyens, des collectivités ont financé dans une société des panneaux solaires et ces panneaux solaires-là ont été loués à la ville de Lorient. Donc c'est sur le budget de fonctionnement, puisque c'est de la location et c'est là qu'ils avaient des marges de manœuvre, que Lorient a mis en place cette dynamique-là et pas sur son budget d'investissement. Après, il y a énormément de cas où les collectivités peuvent rentrer en partageant la gouvernance, donc via des SEM, des SIG, des SAS. Tout ça, c'est des structures à objet commercial. Euh, Historiquement, il y avait quand même pas mal de SEM qui sont sur les territoires
alors liées aux infrastructures, liées aux syndicats d'énergie, et donc c'est souvent plus simple pour les collectivités ou communautés de communes de passer par ces outils-là pour mettre en place leurs projets d'énergie renouvelable, puisqu'il y a déjà des structures qui ont l'habitude de faire du juridique commercial et donc qui ont l'habitude de travailler avec, on va dire, des sphères non publiques. Mais c'est pas obligatoire. Depuis la loi, maintenant, les collectivités peuvent très bien être partie prenante directe de SS avec des citoyens sans passer par des SEM. Et puis, on voit de plus en plus maintenant les développeurs ouvrir, enfin, être intéressés, être en appel d'offres. Donc, nous, Énergie Partagée Association, quand les collectivités, par exemple, maîtrisent du foncier, une ancienne décharge, et se disent, bon, bah, je vais faire des panneaux solaires, et ben, on fait des appels d'offres en disant, bon, est-ce que les développeurs veulent venir nous apporter la compétence technique et donc, je délègue les aspects techniques à des développeurs et par contre, j'exige une implication des citoyens dans le développement. Donc, ça, c'est tout à fait possible de mettre en place ce type de dynamique-là. On le fait avec le soutien de la ZDEM dans énormément de régions qu'on anime dans le groupement des énergies citoyennes. Alors, euh, Euh, oui, je voulais t'interrompre là, à ce moment-là parce que j'avais une question qui avait été posée par Philippe Marne, là, qui ne peut pas assister aujourd'hui là, au webinaire, mais qui a laissé cette question. Il aimerait savoir quelles sont les aides publiques qui peuvent être sollicitées par des collectivités en phase de portage de projets de NR citoyen, c'est-à-dire avant qu'il entre dans le complément de rémunération ou le tarif d'achat, ou qu'il soit lauréat d'appel d'offres. Auprès de quel organisme peut-on les solliciter? ADEME, CCI, etc. Ah oui, alors il y a tout un tas d'outils qui peuvent financer, on va dire, la première phase, hein, la phase finalement d'études. Aujourd'hui, l'ADEME, les régions mettent en place pas mal de programmes, de programmes soit de subventions, soit d'avances remboursables sur le développement, en période de développement. Donc ça, on va dire, c'est les outils les plus classiques. Après, il y a des fonds territoriaux qui peuvent, par exemple, le ministère de l'Intérieur, qui est aussi chargé de l'aménagement du territoire, a aussi des poches sur lesquelles on peut aller chercher de la subvention ou du financement à coût zéro pendant ces phases de développement-là, qui seront à rembourser en construction, mais finalement qui vont permettre de prendre le risque. Donc il y a des dispositifs. Le gros problème qu'on a, c'est que ces dispositifs-là, ils sont quasiment évolutifs chaque année. Évidemment, tous les agents doivent connaître le fonctionnement des TEPCV. C'est pareil, c'était des poches qui vous pouvaient permettre de faire des études pour porter des projets. Bon bah ça, la pérennité des dispositifs en fonction de la politique de l'État va être très volatile. Après, bon, bah, les régions ont chacun leur cadre. L'ADEME même régionalement à des cadres différents. Donc il faut faire de la veille. On essaye via énergie partagée justement de faire cette veille-là et de mettre en place de l'information. Là, très récemment, le ministère de l'écologie a mis en place un outil pour financer des études sur des projets citoyens à hauteur de 10-15 000 euros, je crois. Donc voilà, c'est tous les ans, on a un lot nouveau d'aides ou d'outils pour accompagner tout ça. Ok, autre question, des citoyens ou leurs mandataires comme énergie partagée peuvent-ils entrer dans une SEM existante ou à créer? Est-ce que les citoyens peuvent rentrer dans une SEM? Oui, ou leurs C'est mandataires. ça? Alors, techniquement, c'est possible, mais c'est très rare parce que les SEM, enfin la vision publique est que on ne veut pas prendre le risque avec des citoyens en direct, donc c'est plutôt l'intermédiation de structures. Par exemple, on a une SEM à Chamol sur un parc éolien dans lequel bah, il y a et la collectivité, les syndicats d'énergie, enfin les communes, les syndicats d'énergie, le département, la région, et à côté des SIC, donc la SIC jurassique,
énergie partagée et d'autres acteurs en fait de l'économie sociale et solidaire. On a une laiterie coopérative, donc il n'y a pas de il n'y a pas d'impossibilité d'être dans la SEM, quel que soit le format. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus des personnes morales parce que mais c'est plus la volonté du portage politique qui est d'avoir des structures et pas d'avoir des personnes à côté des collectivités. Encore une question rapide et puis je te laisserai. Je finis juste. Ouais, Ouais, je finis juste. C'est pas du tout le cas pour les SIC, parce que pour les SIC, là, on a vraiment des personnes physiques qui sont à côté des collectivités. Donc, on va dire que le SIC est très centré sur des personnes physiques dans la gouvernance. d'accord. Oui. Alors, ensuite, une petite question là d'énergie vendemoise. Question au cas où on atteint 100% de participatif, on remarque que le retour sur investissement pour les citoyens et collectivités est moins important. Est-ce normal? Faut-il donc en déduire qu'il faut limiter les fonds propres? Cette question n'est peut-être pas évidente, mais bon, je pense que effectivement, oui, quand on a, parfois, il vaut mieux emprunter, non? Oui, alors on va faire très simple. Un projet d'énergie renouvelable, un projet lambda, il va dégager une certaine valeur. Cette valeur, on la finance soit en fonds propres, soit en dette bancaire. Aujourd'hui, l'attente des épargnants en fonds propres est plutôt autour, on va dire, de 4%. Elle est supérieure à l'attente et le coût de la ressource quand on va emprunter dans une banque. Donc c'est vrai que plus c'est une logique de ce qu'on appelle l'effet levier, plus on va emprunter à la banque, finalement, plus la rentabilité pour les actionnaires qui vont rester va être élevée. Sauf que si on met une dynamique de territoire en place et si on veut élargir la base participative, bah, finalement, on augmente les fonds propres et puis on réduit l'effet levier. Donc c'est pour ça que on a aujourd'hui des cas où effectivement, plus on met de citoyens de participatif dans le financement, moins on a de rentabilité. Après, ça dépend des priorités. Est-ce qu'on est en priorité sur une dynamique de territoire et donc le but c'est de faire du lien ou de dégager de la rentabilité. Mais si effectivement il y a des objectifs de rentabilité, il faut des fois réduire la part de l'investissement et c'est le cas qu'on a eu sur le projet dont je vous parlais, Chamol. C'est-à-dire que finalement, il y a eu beaucoup plus d'argent réuni par Jurassic que prévu et on ne pouvait pas remettre plus de fonds propres parce que la rentabilité du projet était pas bonne, donc ça a poussé Jurassic à aller sur financer d'autres projets. Donc on est effectivement dans des configurations compliquées puisque à un moment on doit refuser des gens pour assurer la rentabilité qu'on avait promise aux premiers épargnants. Ouais, donc pour simplifier à l'extrême, en fait, tu nous expliques que oui, quand une banque demande 2% et que le particulier demande 4%, forcément, le delta, il est là, quoi, en fait, hein. Oui, si on efface de la banque pour mettre plus de cas particuliers, le projet, lui, va pas pouvoir gagner plus de rentabilité. Donc la rentabilité, il va falloir la diviser entre les actionnaires Ouais, et ce sera plus du 4%, ce sera du 3%. voilà. Ouais, ok, ok. Bon, ben, je te laisse. Il reste 5 minutes pour finir. Ok. Deuxième moyen pour vous d'encadrer les projets de territoire, c'est et d'aider les projets participatifs et citoyens. Finalement, c'est que la collectivité fasse des études et les mette à disposition des citoyens, voire des développeurs. On a l'exemple, par exemple, à Paris. Aujourd'hui, on a plein de grappes de citoyens qui se mettent en place pour développer des grappes solaires. Ça n'est faisable que si on a l'aide de la commune pour faire un cadastre solaire, pour faire du repérage sur les toitures disponibles. Il manque un S. Donc on a, même si la collectivité ne veut pas porter le projet, de toute façon, des interactions, on a forte avec les communes et avec le territoire pour mettre à profit des développeurs, mais et principalement des citoyens, des informations. Pareil, comme une communauté de communes finance une ZDE ou une préétude de potentiel, on peut se retrouver dans une logique où la collectivité, même si elle ne veut pas investir,
va faire un appel à intérêt ou un appel d'offres pour sélectionner des citoyens et des développeurs qui, sur une zone où on leur a fait un peu présenter la possibilité de développer de l'éolien, encadrer cette dynamique. Et puis les communes, de toute façon, quand il y a des projets, elles doivent délibérer. Et là, on a de plus en plus sensibilisé le territoire avec l'ADEME, avec les collectivités, sur le fait que quand on a cette main-là, puisque ça fait partie de la charte de développement de certains lobbies, on peut très bien, la collectivité peut très bien dire, ok, j'accepte qu'il y ait de la démarche, un projet éolien, j'accepte qu'il y ait la recherche foncière de fait. Par contre, je veux que les citoyens, que le développeur me propose une façon d'intégrer les citoyens dans le financement du projet. Ça peut aller jusqu'à effectivement imposer une dynamique locale très très forte, que ce soit dans des projets où il y a de la maîtrise foncière par la collectivité ou pas. Parce que là, j'ai mis apports de terrains communaux qui peuvent aussi être valorisés dans le projet sans mettre d'argent. Mais même si il y a pas de terrain de foncier public, il y a de toute façon la possibilité de contraindre le développement et de l'encadrer. Ce qu'il faudra par contre, c'est de tester aussi la dynamique locale, parce que si les élus ou les agents des collectivités sont dans des logiques où ils veulent faire participer la population, c'est jamais évident de savoir finalement est-ce que la population va être attentive et on va répondre à un objectif. Donc là, il faut vraiment clarifier quelle est la place que veulent jouer les citoyens locaux et donc à quelle étape ils veulent intervenir dans le développement, est-ce qu'ils veulent vraiment venir dans la gouvernance, parce que c'est des projets longs. Donc il y a de la sensibilisation à faire et c'est compliqué de dire, de sortir ex nihilo un projet de collectivité disant bah, moi je veux que les citoyens viennent si on n'a pas fait un travail de pédagogie et de sensibilisation pour leur expliquer ce qu'ils veulent faire. Donc nous, ça fait partie des actions qu'on promeut sur les projets d'énergie renouvelable portés par les collectivités, de prendre le temps de bien associer la population et de voir quelles sont les attentes. Et après, en fonction de la connaissance des citoyens, des problématiques, aussi de leur capacité d'épargne locale, de la volonté de faire sur le terrain ensemble, on pourra adapter les outils. Donc, si tous les feux sont verts, on pourra créer des structures locales qui vont regrouper les citoyens pour investir et prendre une part active à la gouvernance du projet via les fonds propres. On pourra proposer des solutions d'intermédiation en action pour avoir une logique de gouvernance. Ou si on a une politique beaucoup plus effacée, au moins avoir la possibilité pour les citoyens d'investir via de la dette et de façon relativement sécurisée. Pour faire tout ça, en fait, c'est du temps. Alors, c'est beaucoup de réunions publiques. Ça peut être fait par les services des communes si il y a, on va dire, un embryon de structure d'animation qui existe. Alors, ça peut se faire aussi via les, 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 les points info énergie, enfin, le milieu associatif local, ou ça peut se faire via les prestataires. Clairement, nous, on a beaucoup d'adhérents qui font ça à titre de prestataire dans les différentes zones. Donc, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous envoyer des questions. Donc, les choix, finalement, ça va être de soit monter les citoyens en compétences pour être partie de la gouvernance, soit permettre aux citoyens de financer le projet via une intermédiation, soit juste d'épargner. Ça va dépendre de l'attente et de la collectivité et des citoyens. J'en ai un peu parlé tout de suite. On a fini. Très rapidement, vous avez via le CNFPT et via Énergie Partagée des formations disponibles et puis des publications pour aller plus loin. Publications ou formations. Nous, si vous voulez pas attendre 2018, il y a une formation sur le financement plus précise qui va être organisée le 11 décembre.
Voilà, merci de votre attention, puis je vous redonne la main pour les questions. Merci beaucoup. Erwan, merci beaucoup. Bien sûr, en 1 heure, c'est compliqué d'être exhaustif sur un sujet aussi technique. Alors, s'il reste 1 ou 2 questions, je veux bien les prendre, même si on dépasse déjà un peu l'horaire. Moi, je vous partage tout de suite la prochaine date, hein. Donc, ce sera le 16 janvier avec Guillaume Marcenac, donc sur le sujet du co-développement des projets de d'ENR avec d'un acteur privé. Comment garder la main? Il y a une question de Oui, Jean-Pierre Pouillot. Je sais pas, ouais. oui, à propos des SRCAE, je ne sais pas si tu connais ça. Et c'était un peu plus haut. Oui, en fait, toute la dynamique, enfin, ce que je voulais dire, c'était que toute la dynamique par les collectivités mise en place pour de faire des plans de développement territoriaux et de dire on va encourager un objectif de territoire d'énergie positif, on va donner des orientations. Ça aide quand même beaucoup les citoyens à se mobiliser en se disant bon, on sait que si on veut monter un projet d'énergie renouvelable, on aura les collectivités avec nous. Donc ça fait partie aussi de monter ces outils-là, de bien les partager avec les citoyens et le territoire. Ça permet de monter tout le monde en Ok, compétences. merci Erwan, merci à tous les participants. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve donc en début d'année. Et donc dès demain ou après-demain, vous retrouverez dans la rubrique Forum, qui est liée donc à ce séminaire 1 heure avec Erwan Goumar, le compte-rendu avec la vidéo du webinaire, le support de présentation d'Erwan et un certain nombre de liens que vous avez vu défiler pour aller plus loin, pour voir d'autres choses et aller plus loin sur ce sujet. Merci à tous et à rendez-vous au 16 janvier. Au revoir. Merci à tous.